Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 41, et oui déjà de C'est qui en pôle. On va vous parler du Grand Prix d'Australie qui s'est tenu sur le circuit de Phillip Island, le mythique presque insulaire, puisqu'il est sur une presqu'île, qui est le 17e rendez-vous de la saison 2018. Et j'ai le plaisir et l'honneur de converser avec mon ami Pierrot. Comment cela va-t-il, Pierrot ? Salut Steph, pas trop bien, assez colère. Nous sommes chonchons. Je pense qu'il faut prévenir, faut prévenir l'auditoire, on est chonchons. On en a gros, hein. Oui, on en a gros, effectivement. C'est vrai. Spécial casse dédié à Astier et sa bande. C'est ça, total respect. Ouais, on en a gros. Mais ça ne va pas nous empêcher de saluer le gagnant pour ce GP-là du petit jeu, que dis-je du petit jeu du jeu, en partenariat avec la bécannerie, qui n'est pas n'importe qui, rappelons-le. C'est donc le patronyme Twitter de cette personne, c'est @sbartim, donc comme Joe Bartim mais avec un S à la place. Voilà. Ça va pouvoir se la donner avec les beaux goodies de la bécannerie, d'au coin du pneu et de vos modestes serviteurs, voilà. Ceux qui en pôle. Félicitations. Voilà, bravo, et les top cases vont pouvoir se décorer, parce que on peut dire que, enfin moi personnellement étant membre de la top case Hardy, je peux arborer, d'ailleurs je vais de ce pas les coller, parce que je l'ai pas encore fait, tu sais, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, j'ai pas encore mis les stickers sur mon top case. Moi. Tu trouves pas que c'est trop facile d'ailleurs ce concours, les gens ils mettent Marquez et ils gagnent toujours. Oui. Moi je pense qu'on devrait introduire un peu un nouveau concept. Alors qui va faire le 8e temps par exemple. Par exemple, ouais. Alors ça, le 8e temps, ça serait compliqué. Non, parce que le 20e et quelques, c'est soit Abraham, soit Siméon. Après, tu remplaceras en fonction des gens Lutti, peut-être, mais là, il sera plus l'année prochaine. Nakagami, quoi. Nakagami, c'est vrai. Après, il y a les wildcards. C'est compliqué, quand même. Non, le 8e temps, ça peut être des fois Rossi, ça peut être, des fois, Lorenzo. Pierrot, ouais. C'est un peu le ventre mou, quoi. Voilà, donc c'est plus aléatoire. Tout à fait. C'est vrai que Marquez, quoique là, enfin on va pas parler trop des FP machin, mais Marquez avait fait croire qu'il était dans le dur. Oui, on va en reparler juste après, mais effectivement. Bon, allez, c'est parti, je pense. On a des petites news en Moto E. On a le team Angel Nieto, donc qui a fini son recrutement en allant chercher Maria Herrera en World Super Sport 300. Donc l'ancienne pilote de Moto 3 courra aux côtés de Nico Terol dans cette nouvelle catégorie. Et ça, moi, ça m'enchante parce que ça pourra donner encore plus de fun à la catégorie qui va l'être parce que c'est un mélange de pilotes méritants mais pas connus et d'anciennes pseudo-gloires, voire d'anciennes gloires. Ouais. De Punier, entre autres. Donc c'est intéressant. Ouais. En Moto 3, Di Gianantonio fera partie de la course australienne de ce week-end, après sa chute au Japon, malgré, excusez du peu, un trauma crânien détecté. Et c'est vrai que dans d'autres sports, on pourrait pas forcément courir avec une commotion. Enfin, le protocole commotion existe en rugby, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, ça n'est que de conduire des motos à 200 à l'heure ou 200 en moto 3. Oui, et puis il y a pas de risque de récidive, après, quoi. Si tu rechutes normalement, c'est comme les BM en fait. Les gens qui ont des BM ont des costards et des mocassins à glands parce qu'ils ne tombent pas. Les BM ne tombent pas, c'est connu. Ils ont une sorte de gyrostabilisateur. Ou alors elle tombe juste mais en panne. Ah oui, c'est vrai, donc en fait la personne ne peut pas rouler, donc elle ne se fait pas mal. Voilà, ami BMiste, bonsoir. Bonsoir. Et le Nicolo Antonelli, quant à lui, a une fracture au pied gauche et ne pourra donc pas être présent parce qu'effectivement tout le monde ne roule pas avec les os cassés ou brisés en 12 morceaux. Lui, il est obligé de se reposer un petit peu, donc sa fin de saison sera compromise quand même, donc il ne courra pas.
Alors, mon bon Pierre, quelle est l'actu du MotoGP fraîche, actu fraîche hein. Donc, on se souvient de la célébration de Marquez pour son titre de champion du monde la semaine dernière à Motegi, Redding qui vient le saluer, et en le félicitant, lui déboîte l'épaule, et c'est là qu'on redécouvre un problème, en fait. L'épaule gauche de Marquez, du coup, est assez fragile. L'épaule en mousse, hein, l'épaule en mousse, et en fait elle se déboîte un peu comme quand toi tu fais craquer tes os, je sais pas si ça t'arrive de temps en temps. Oui, plus souvent qu'à mon tour, mais en plus là sur cette action, on va dire, Redding, ils sont à l'arrêt, Redding lui tapote sur le casque. Ouais. Donc en fait c'est même pas sur l'épaule, mais par ricochet, ça lui luxe la clavicule, je crois. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est roulé par terre, pas de douleur, mais c'est pour que ses acolytes puissent lui faire la manip. Ouais. Visiblement, ils ont l'habitude de remettre les luxations. Alors, moi, j'en ai déjà eu à la cheville, ça fait un mal de chien, hein. Je pense qu'à l'épaule, c'est pareil. Une remise de luxation, bah, on peut dire, dans le jargon, on appelle ça, ou du moins, il y a peut-être moi qui appelle ça comme ça, une arme fatale, hein, donc, une Mel Gibson. Tu sais, quand il se déboîte l'épaule pour c'est ça, ouais. son truc, donc voilà. Bah lui, il est pareil. Bah c'est un homme, il est démontable apparemment. Voilà. Mode Ikea. Effectivement. Quoi. Et du coup, ils ont annoncé qu'ils allaient l'opérer. Enfin, que Marquez se fera opérer après les tests de Valence cette année, et qu'il espère normalement être opérationnel dès les tests d'avant-saison en début d'année prochaine, en tournée asiatique. Parce qu'il lui faut un bon mois bien tassé pour remettre ça correctement. Ouais. Donc d'un côté, j'espère qu'il va bien se remettre de son opération parce que voilà. Mais d'un côté, j'espère qu'il va pas s'y remettre trop tôt. Comme ça. Oui, comme ça, il arrivera un petit peu engourdi. Voilà, et que laissera les autres. Il laissera les autres gagner les premières courses, quoi. Ce serait bien. On en est à ça. Un peu, ouais. Redonner du piquant à la saison. Ou on lui donne des fausses dates pour les premiers GP. Ah ouais, pas bête. Ou les faux pays, carrément. On inverse. On lui donne un calendrier où c'est pas les bons pays. Ou alors on fait durer un peu plus son anesthésie générale que de rigueur. Ah, ne me tente pas. Plus sérieusement, est-ce qu'on est sérieux? Je ne sais pas, mais est-ce que ce monde est sérieux? Alors c'est le jeu des chaises musicales chez Ducati, parce que notre bon Lorenzo est rentré en Espagne se faire opérer de la main, et Bautista le remplace dans le team officiel, puisque Petrucci est le meilleur pilote indépendant. Donc pour Phillip Island, c'est Bautista qui s'y colle. Pour son plus grand bonheur d'ailleurs, et son chant du cygne, puisqu'il quitte le paddock MotoGP. Mais donc du coup, appel d'air, hein, la nature ayant horreur du vide, et surtout les teams MotoGP, c'est Abraham qui hérite de sa GP17, et au final, par transitivité, si on peut dire, c'est un local de l'étape, Mike Jones, qui fait assez non inventé, tu vois, Mike Jones. C'est vrai. C'est comme Paul Bismuth. C'est genre, le mec qui s'est mis une moustache. C'est Stoner avec une moustache. C'est Stoner. Sinon, il les aurait tous défoncés. Mais non. Mike Jones est appelé en remplacement pour récupérer la GP16 d'Abraham, la bécane 3e main, qui est pas mal tombée. Là, je pense que si Abraham un jour passe une annonce sur le bon coin, il pourra pas dire pas tombé. Non. Hein. Qu'avons-nous d'autres comme news? Du coup, Pirot, c'est pas non plus Pirot qui avait remplacé Lorenzo, parce que Pirot était à Valence pour tester des pièces pour la GP19. Donc la Ducati l'année prochaine, rien à filtrer à part une photo sur Instagram où on voit deux motos entièrement bâchées, marquées GP19 et GP18. Donc c'était pas très parlant. Le mystère reste entier. Ouais, tout à fait. Ouais. Et bonne news, bon, même si on en avait déjà parlé ici. Donc Pedrosa officiellement confirmé par KTM pour 2 ans comme pilote metteur au point pour la marque autrichienne. Et petit clin d'œil de Marquez qui ce week-end arborait des gants et des bottes aux couleurs de l'enfant du pays, à savoir Mick Doohan, parce que je crois qu'ils étaient confrères de 5 titres de champion du monde, et puis que voilà quoi. Hein. Donc petit clin d'œil appuyé de Marquez qui peut-être aussi s'attire un peu les faveurs du public local, mais c'est de bonne guerre. D'autres avant lui ont mis des t-shirts de Maradona. Des maillots, de Maradona en Argentine. C'est ça. Et il arrête de se priver. Alors, dans les divers, ces news en vrac, qu'avons-nous dans le panier? Donc, on commence par mes aventures de Folger. Je pense qu'on pourrait en faire un livre.
Un peu comme les malheurs de Sophie, tu sais. Oui, c'est le Pierre Richard du paddock. Donc Folger, on sait qu'il est testeur pour le châssis Calex Moto 2 de l'année prochaine. Et du coup, il était en test à Jerez et il s'est pris un oiseau à 240 km/h dans le casque. Donc il finit à l'hôpital avec une belle gueule cassée, notamment le nez. Et je crois qu'il a pris avec lui le chat noir de Deauville l'année dernière. Il a décidé de le garder. Enfin, c'est pas possible, quoi. Là, c'est... Ouais. Bah, pour parler de trucs ridicules, j'enchaîne, si tu me permets. Vas-y. Puisque Redding a enlevé ses extensions violettes. Mais est-ce que c'était finalement plutôt un mal pour un mal? Parce que on a vu le résultat, les cheveux qui lui restent, c'est une sorte d'épi de blé à moitié desséché au milieu de la tête, qui pourrait faire penser à un sous-Valderrama, mais qui serait passé sous un avion qui épandait du Roundup. Donc c'est une catastrophe capillaire, mais on sait qu'il est YOLO et puis ça fait plaisir, on peut déconner un peu. Ouais, c'est sûr qu'il est un peu moins attaché à son image glamour qu'un Yannone qui se fait prendre en photo au sortir de la douche avec de l'eau qui dégouline sur son visage, beau gosse. Bah c'est sûr qu'Yannone, je pense qu'il pourrait se reconvertir dans le mannequinat. Oui, je pense qu'il va le faire, il se tente une Beckham, quoi. Ouais, après, pour notre ami Redding, depuis qu'il... Bon, il a toujours été un peu fantasque, hein, mais depuis qu'il il est confirmé ailleurs qu'en MotoGP l'année prochaine, ouais. Il a tout lâché, quoi. Et des news plus sérieuses, par contre. Oui. Donc on va parler un peu de super sport rapidement. On se souvient de la course de Portimao où Mayas avait crevé dans le dernier tour. Alors qu'il était premier et il avait été disqualifié alors qu'il avait réussi à rejoindre la pit lane parce que la course entre-temps avait eu un drapeau rouge. Voilà. Donc sur le coup il a été disqualifié, mais après réclamation de son team, donc auprès des instances, la victoire lui a été réattribuée. Il reprend donc les 25 points et fait reculer du même coup en fait, parce que toute victoire a une conséquence. Il fait reculer d'une place Cortese qui avait fini la course ce jour-là. Cortese, lui qui avait fait chuter Cluzel, on se le rappelle également. Donc avant que Mayas récupère la victoire, si vous préférez, Cortese avait 6 points d'avance sur Cluzel au classement général avant la dernière course de la saison, et maintenant que Cortese a reculé d'une place, il y a seulement 5 points qui les séparent, et du coup c'est beaucoup plus simple mathématiquement pour savoir qui va gagner le championnat. Il suffit que Cluzel gagne, même si Cortese finit second, Cluzel sera champion du monde. Ça permet que Cluzel, comme les commentateurs aiment à le dire, et je fais le perroquet, a son destin entre les mains. Enfin, c'est un peu facile de dire que t'as ton destin entre les mains, parce que il suffit de finir dans les points et il suffit de gagner. Oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, c'est pas comme il suffisait à Deauville de gagner à Valence l'année dernière et que Marquez fasse pas mieux que machin. Voilà, là c'était encore pire, mais bon. Non, parce qu'avoir son destin entre les mains, ça peut aussi vouloir dire juste se pointer, signer la feuille et puis t'as gagné. C'est vrai. C'est pas le cas. Non. Donc nous verrons. Vrai faux suspense, nous verrons plus tard dans le podcast ce qui s'est passé. Alors passons aux essais. Que s'est-il passé en Moto 3? Donc en Moto 3, on a une pole de Martin devant frère Binder et Sasaki. Pour la 4, 5, 6, on a Cornfield, Rodrigo et Hotel. Arbolino, Ramirez et Foggia pour les 7, 8 et 9e places sur la grille. Bezecchi partira à 15 et Di Gianantonio 17e, donc des départs sur la grille un peu bizarres pour certains favoris, mais tu vas expliquer très bien donc pour le MotoGP, donc c'était les mêmes conditions. Donc j'enchaîne avec le Moto 2. Moto 2, la grille, on a Quartararo qui d'abord en FP va nous faire une sortie de piste assez étrange. Il va faire carrément en tout droit, mais il va contrôler à peu près la moto, et il va finir par s'arrêter pile poil devant le mur alors qu'on pensait qu'il allait pas pouvoir freiner. Donc heureusement plus de peur que de mal, et surtout on a Alex Marquez, lui, qui va prendre cher. Donc dans un virage où il semble rouler assez fort, on a Odendaal devant lui sur la trajectoire qui se traîne la tub, dédicace au Discordien. Oui, tout à fait. Marquez, lui, tente de freiner du coup pour éviter Odendaal, mais il redresse et il touche quand même la roue. Il finit très lourdement au sol avec un trauma crânien. Il pourra participer à la course quand même. Donc encore une fois, cas de trauma crânien. Mais pas de problème. Je pense qu'il voit plus que d'un œil, mais il peut quand même rouler, quoi. La chute était hyper violente. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu ça, mais j'ai de la peine pour Alex Marquez. On dirait qu'en fait, il prend pour deux, quoi, que son frère, il se fait rien, et lui, à chaque fois, il s'éclate littéralement la gueule par terre. C'est ça. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Je pense que lui, il va pas faire une carrière sur le long terme, hein, à force non, mais il pourra faire, tu sais,
mannequins pour on voyait ça par un temps dans les pharmacies, les mannequins marrons qui mettaient les genouillères et les coudières, tu sais, dans les vitrines des pharmacies. Je vois genre. Donc il pourra donner son nom à une campagne de pub pour les bandages, c'est déjà pas mal. Belle fin de carrière. Ouais. Et sinon, du coup, on a, donc ça c'était pour les FP, on a Pasini qui vient arracher la pole devant Schroeter et Vierge, Dominique Agerter pour la 4e place sur la grille de départ, suivi par Binder et Quartararo 6e. Marini 7, Lecuona 8, Marquez fait quand même une 9e position pour avec un œil. Avec un œil. Donc encore une fois, des favoris partent de loin. Bagnaia seulement partira 16e et Oliveira 19e. Danilo signe une 27e place sur la grille de départ. Juste une petite question de curiosité. Tout à l'heure, tu as parlé de frère Binder, il va rentrer dans les ordres ou il a un frère Binder? Frère Binder, c'est pour le gars en Moto 3, et Binder, c'est pour le vrai Binder en Moto 2. D'accord, on est bien d'accord, parce qu'on a un protocole de nommage, donc frère Binder, c'est Junior. C'est comme on pourrait appeler Alex Marquez frère Marquez, j'ai un trou de mémoire pour le frère de Maverick Viñales. Ah oui, l'autre Viñales. Ouais, parce qu'on se souvient jamais de leur prénom, vu que leurs aînés sont toujours ce qui est pratique, c'est que Marini étant demi-frère, il a la politesse de pas prendre le nom de Rossi. Exactement. Il a le respect des aînés. C'est ça. Et des nonuples champions du monde, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, je respecte beaucoup Darren Binder, c'était plus une plaisanterie. Non, mais frère Binder, ça me faisait penser à frère machin dans Robin des Bois, là, tu sais. Donc je vais nous causer un peu de ce qui s'est passé en MotoGP, comme disent les Allemands, MotoGP. Pendant les FP, on était un petit peu à se gratter la tête parce que Marquez avait pas brillé, sinon en FP3 où là il claquait une belle pendule, mais sinon il était un peu en demi-teinte. Ceux qui se montraient c'était Dovi, Petrucci et Miller, donc les Ducatistes, mais aussi quand même Viñales et Iannone. Alors Viñales c'était assez inhabituel, Iannone il est sur une bonne passe, donc on peut dire qu'il continue à être pas mal, et puis Rossi à un moment fait 3e d'une séance, donc on peut... Les naïfs comme moi peuvent espérer que Rossi va faire des belles choses. Bautista, qu'on est content de voir sous ses belles couleurs, il chute quand même pas mal. Je sais pas s'il y a une séance où il finit sur ses roues. Il fait des temps potables, mais il chute pas mal. Alors a priori, la GP18 elle est vachement différente de la GP17, donc c'est un peu comme s'il découvrait la machine, même si c'est pas exactement pareil, de passer du super sport au MotoGP par exemple. Mais il se dit aussi qu'une des raisons qui fait qu'il a du mal à apprivoiser une autre Ducati, celle qu'il connaît par cœur, c'est parce que comme il a un gabarit à la Pedrosa, il fait partie de ceux qui ont du mal à faire monter les pneus en température, et comme c'est une piste où il fait froid au sol et qu'il y a un vent froid qui vient refroidir les pneus et la piste, on peut se faire piéger par les adhérences précaires et surtout pas constantes selon le circuit. En gros, quand t'es près de la falaise, c'est la patinoire, et sur le reste de la piste, ça va mieux. Je donne les valeurs de température de piste, non pas que je sois spécialiste, mais ça tranche vachement. Quand en Thaïlande, t'as 50 degrés sur la piste, au warm-up du dimanche matin, elle était à 20 degrés et 30 degrés pendant la course. Donc bonjour le casse-tête aussi sur les choix de pneus. On en reparlera un petit peu après. Donc, je fais un petit peu cet aparté sur la particularité de Phillip Island, qui est un circuit ultra rapide, mais à changement d'adhérence, ne serait-ce que eu égard à la température qui est très volage. On sait déjà que Michelin se gratte la tête quand ça change de 3 degrés entre une course et l'autre. Alors si sur le circuit ça change de plus de 3 degrés c'est un peu comme quand il pleut et que c'est mouillé à un côté et pas de l'autre, quoi. Ça équivaudrait presque à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autant plus du gros cœur pour rouler comme un salopard comme ils le font, toutes catégories confondues. Mais en MotoGP c'est encore pire parce que c'est un peu la bombe la bombe avec une poignée au bout, quoi. Il y a moyen de se la mettre méchant. On va voir justement que la zone T5, comme je parlais des zones un peu T5, donc virage 5, il est situé dans une zone qui s'appelle Siberia, officiellement appelée Siberia, donc je vous laisse deviner pourquoi. C'est la plus balayée par les vents, et Bautista entre autres s'y est fait piéger. Notre ami Crutchlow, lui, en parlant de se faire piéger, en FP2 il a chuté lourdement, et au virage numéro 1
qui est bien rapide, hein, puisque c'est le premier après la ligne droite. Non seulement c'est le premier à la ligne droite, mais comme c'est pas une épingle, tu le passes fort quand même. Hein. Ouais. C'est du 200 et quelques. Alors attention, triple fracture bimalléole, c'est presque du marketing. Ça fait 6 quoi. Non, je plaisante, mais il s'est mis le pied en beaucoup trop de morceaux quoi. Voilà. Donc là, ils pouvaient même pas l'opérer. Ils ont réduit la fracture et il faut que ça te dégonfle pour qu'il ait le droit d'avoir des plaques quoi. Merci. Donc pauvre Cal, déjà on a beau avoir bitché dessus la dernière fois parce qu'il est un peu comme il est. Il venait de faire 2, il faisait des bons temps, il venait de faire 2 au Grand Prix d'avant, donc c'est quand même une grosse perte pour lui évidemment. Pour revenir à la course de ceux qui courent, ceux qui sont pas encore blessés, en Q1 on voit que Pedrosa se fait piéger, mais est-ce une surprise ? Non, parce que je vais pas dire qu'il remballe les Gaules, mais il est plus qu'en difficulté sur sa Honda. Ouais. Puis ça sent quand même il est sur l'élan pour finir quoi. Ouais, l'abandon psychologique, hein, ça, on aurait fait pareil. Hein. Et puis celle de Bautista, comme on voit qu'il chute beaucoup et qu'il doit encore un peu apprivoiser la bécane, bon, il est en Q1, c'est pas un scandale. Pour ceux qui vont s'extirper du marécage qu'est la Q1, Abraham a failli, mais il échoue de peu parce que c'est Paul Espargaro qui, a in fine, lui chope la place de numéro 2, sachant que Bautista quand même se classe assez facilement premier de la consolante, si on peut l'appeler comme ça. Pour ce qui est de la Q2, Marquez, quelle surprise pour notre jeu concours, fait encore la pole, et c'est pas vraiment un hold-up parce que c'est quand même 4 dixièmes. À un moment on pensait que Zarco était bien, et puis juste après que Zarco a fait une belle pendule, paf, 4 dixièmes dans sa gueule. Et 4 dixièmes, alors que tout le monde se bat à dizaines de millièmes. Marquez, il met 4 dixièmes. Ok. Bon, Vignales, effectivement, semblait aussi bien placé pour prétendre à la pole, mais non. Ils vont être sagement rangés derrière ce monsieur. Les classements pour la grille, ce sera donc Marquez, Vignales qui continue de surprendre, c'est-à-dire qu'il a surpris dans les FP, il continue de confirmer qu'il sera aux avant-postes. Zarco, Cocorico encore, beaucoup d'espoir. Et puis Yann Nonnet qui confirme aussi les belles choses que les gens ont dit sur lui. Ouais. Et petit fun fact, c'est le même top 4 sur la grille qu'en 2017. C'est d'autant plus proche que finalement Miller est aussi présent en 6ème place. Certes, il était 5ème en 2017, mais le seul changement qu'il y a eu, c'est que finalement, il a swappé sa place avec Rins, qui lui est 5. Rossi est 7ème, donc ton serviteur n'est pas très content. Et Petrucci 8ème. Espargaro et Bautista, qui sont les rescapés de la Q1, se font quand même bien châtier. Ils vont à la cave récolter les endives parce qu'ils finissent respectivement, Espargaro et Bautista finissent respectivement 11e et 12e. Ouais. Après, est-ce qu'il y a leur assez des pneus pour faire des bons temps? Ah oui, non, mais je les blâme pas, mais bon, voilà, on va dire que t'es gentil, mais va ranger ta chambre, quoi. C'est ça. Alors, passons au vif du sujet. Oui. Les courses. Tout à fait. Dieu. Donc, course Moto 3, c'est parti? C'est qui part. Alors, fallait se lever tôt, hein. Mais bon. Oh là là. Je sais pas qu'il y a eu beaucoup de carageux qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait en replay, hein. Donc, ouais, mais moi, j'étais pseudo-insomniaque, et puis j'étais même tellement avant la course que j'ai eu le temps de réviser sur PlayStation le circuit. D'accord. J'étais chaud. Donc là, tu vas te projeter. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Parce que je m'en suis pris aussi d'Highside, et puis pas aux mêmes endroits qu'eux, parce que moi je suis tellement nul que je peux même me prendre d'Highside en ligne droite. Ouais, et puis la dynamique du jeu, elle est peut-être un peu faussée des fois. Elle est un peu pétée. J'avais enlevé les aides au pilotage. Et non, mais c'était pour voir, oui, c'est assez vite fait de s'en prendre une, ouais. C'est parti. Donc, course Moto 3, Martin se fait manger au départ, et c'est Rodrigo qui prend la tête, suivi par Ottel et Binder. Kaito Toba nous quitte déjà sur un tout droit sorti de nulle part. Martin va reprendre son bien assez rapidement quand même. Sur chaque bout de droit, en fait, il se fait reprendre du manque de puissance et de l'aspiration de ses concurrents. Mais dans les virages rapides, il reprend l'ascendant avec l'agilité et puis surtout au freinage également. Donc, on a Bezeki qui, de son côté, nous fait une remontada, en allant même embrasser la roue arrière de Ramirez, sans conséquence heureusement pour les deux pilotes. Perez de son côté a le droit à un race-through pour un petit faux départ. On a rarement vu un tas aussi serré de 15 pilotes, on y reviendra, mais en tout cas ça va pas se lâcher de toute la course, ça se double à chaque virage par paquet de 3 ou 4, donc c'est impossible de vous faire l'énumération des pilotes qui se doublent, même les officiels, avec les ralentis, même avec le logiciel Tissot, là, celui qui fait les dépassements, il était perdu. C'était un chenillard, le truc, hein, ça...
Donc Bezzecchi à un moment il reprend la tête alors que Martin était repassé 10e et semblait en dedans, donc ce qui arrive jamais en course quoi, des changements aussi radicaux comme ça. Donc on a Rodrigo à un moment donné qui va tenter de passer entre Canet et Bezzecchi, mais vraiment il y a pas de place, ça se referme devant lui, donc il freine, perd l'avant et vient embarquer dans sa chute le malheureux Bezzecchi qui n'avait rien demandé à personne. Il va perdre des gros points pour le championnat à ce moment-là. Le tour d'après, par contre, c'est Dalla Porta qui a pris la tête, qui vient de perdre l'avant sur un virage où il en a trop demandé à son pneu. Problème de température, encore une fois, sur certaines zones du circuit. Ramirez va chuter ensuite et emporter son coéquipier Massia. Dans leur cas, eux, c'est vraiment un gros crash avec des bouts de moto qui volent partout. Ils en ont laissé sur la piste. Toutes ces chutes, par contre, donnent du baume au cœur à Martin, qui revient dans le groupe de tête, quitte à doubler sous drapeau jaune, justement, et il se prend une pénalité, donc petite pénalité, puisqu'il doit seulement perdre une position. Donc, ce qui arrive toutes les secondes. Ce qui arrive toutes les secondes. Donc après, c'est difficile de dire si s'est vraiment laissé doubler ou pas. Mais bon, en tout cas, la direction de course n'a pas repénalisé ensuite, donc elle a considéré qu'il avait laissé une position. Donc Darrell Binder va se rater aussi également dans un virage et faire une sortie sans conséquence, alors que Arbolino et Foggia vont se sortir tous les deux. Pour de bon. Ils ne reviendront pas. Donc pour vous donner une idée sur le franchissement de la ligne pour le début du dernier tour, ils sont regroupés en paquet de 15 et Martin va venir toucher Hotel qui va perdre des positions dans ce dernier tour. Albert Arenas va remporter sa seconde victoire donc devant Di Giannantonio, et troisième on a Vietti. On vous a pas parlé, mais je vais vous dire qui c'est juste après. Martin va finir 5e. Donc Vietti, c'est un jeune pilote italien de 17 ans qui remplace Boulega. On se souvient que Boulega n'a pas couru depuis la Thaïlande. Vietti, Skyver 46, 2 courses dans les jambes, il est sur des circuits inconnus. Au Japon, il finit 14e et ici en Australie, il finit 3e. Donc petit tacle à Boulega, mais il a fait mieux que lui en 2 courses que Boulega sur toute sa saison. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de cette course ? Ben, j'ai pensé que j'arrête pas de répéter ça, on va croire que je suis un mytho, je regarde jamais les courses, mais ça se taxe dans tous les sens. Il y a eu certes des chutes qui en ont entraîné des innocents, il y a eu les deux coéquipiers qui se la sont mis malgré eux, mais au final quand tu vois tout ce qu'il y a eu comme dépassement, c'est pas cher payé, hein. Et j'en étais même plus réduit, justement, comme tu disais, le logiciel Tissot il fait ce qu'il peut, mais quand il y a plusieurs changements de position à annoncer dans la même seconde, plus après que ça rechange et que t'avais des accordéons, comme tu l'as dit, Martin, il passe très vite de la 10e puis à la première, enfin de la tête à la 10e place, il remonte. Oui, alors effectivement, si c'est en paquet, qui sont tous dans la seconde, ça peut se faire, mais ça peut se faire, ouais. faut quand même. Là, il est presque plus agile qu'un T-Max sous coque sur le périph qui passe n'importe où pour arriver le premier au feu rouge, quoi. C'est ça. Mais ce qui est bien, donc bon, pour resituer quand même si toutes les courses Moto 3 en général sont assez animées, là c'était particulièrement animé. Mais faut savoir que ce circuit apparemment tu peux prendre plusieurs points, enfin il y a entre guillemets plusieurs trajectoires pour un même virage, et donc c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir autant de dépassements, il y a autant de zones de dépassement, parce que tu peux arriver de manière différente sur certains virages, quoi. Ouais, et finalement Martin tire pas tant que ça les marrons du feu par rapport à la mésaventure de Bezzecchi, parce que ok, il marque des points, mais comme il est 5e, il prend un peu d'air, mais il fait pas le hold-up, quoi. Non. Bon, ce pauvre Bezzecchi pourra se consoler au moins comme ça. Bah, on récitera le classement tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, mais c'est, en fait, on guettait aussi ce que faisait Martin, parce que si Martin voulait à tout prix faire premier, il pouvait aussi se foutre par terre. Oui, non. Donc il a dû se dire, à foutre des points dans la musette. Puis je retiens aussi la bonne ambiance dans le team Mazia et compagnie, parce que bien que son coéquipier se roulait par terre de douleur, il est venu lui gueuler dessus. Oui, c'est vrai. Oui. En lui faisant des gestes comme un pizzaiolo énervé qui dit à son serveur qu'il a pas livré la 14 la 14, quoi. C'est ouf de faire ça. Alors faut quand même, je pense, savoir qu'ils doivent être shootés à l'adrénaline à ce moment-là. Tu sais, un peu comme quand tu te bourres en moto et que tu la relèves avec le petit doigt, alors que d'habitude tu sais pas comment faire, quoi. Ouais, c'est sûr. Là, je pense que l'adrénaline elle est grave partout dans le corps. Donc je pense que c'est normal aussi qu'il s'invective.
Je me suis demandé s'il avait pas eu shooté dedans, tu vois, parce que l'autre était en train de par terre et finir à coup de latte. Ouais, mais enfin bon, ils jouent rien, ils sont loin au classement. Ouais, bon, ambiance quoi. Ouais, ambiance, ça peut être sympa dans le retour au box. Bon. On enchaîne avec le Moto 2. Yeah. Donc on a un petit drama au warm-up, donc la moto de Schroeter ne démarre pas sur la grille. Il va devoir partir de la pit lane pour le warm-up donc et commencer la course en fond de grille, alors qu'il partait deuxième normalement. Donc on a Pasini qui part en tête et garde celle-ci, alors qu'Agarter dans une livrée jeune pétante se fait virer pour la deuxième place. Pas pour longtemps pour Virer qui prend la tête dès le 4e virage devant Pasini, et c'est suivi par Binder, Lecuona, Agarter, Bagnaia et Marini. Quartararo s'est complètement loupé, lui, et lutte dans le tas des dizaines. Il est à 2 chiffres. Il a une place à 2 chiffres. Pasini va chuter, lui, donc dès le second tour au virage numéro 4, et Oliveira est remonté 10 quant à lui. On a le droit à une superbe passe d'armes entre Baldassari et Marini, alors qu'Oliveira se fait Bagnaia. Devant, Binder imprime son rythme sur Virer, Lecuona et Agarter. Donc Binder, il va faire une très belle course, et Danilo, lui, va chuter à l'arrière. On va pas voir les images, donc on saura pas trop pourquoi. Tandis que Schroeter, parti de la dernière position, est déjà remonté 15. Baldassari remonte sur le groupe de tête, alors que Lecuona doit écarter et finit dans l'herbe en manquant d'emporter Virer. On a une chute de Navarro. Schroeter, Oliveira, Quartararo et Bagnaia nous offrent une superbe bagarre pour la 10e place. Donc bon, c'est que la 10e place, mais ça se bataillait quand même sacrément bien. Et Rémi Gartner, lui, qui était dans le top 10, même dans le top 6, avec sa Tech 3, va malheureusement chuter, alors qu'il est en train de faire un des meilleurs résultats pour le team de la saison. Devant, c'est Baldassari et Virer qui se battent devant Binder, Agarter et Mir, mais ça bouge beaucoup et à tous les virages ça se double, donc bon, pas autant qu'en Moto 3, mais quand même. À 3 tours de la fin, on a Baldassari qui va chuter suite à une erreur de freinage, et c'est Binder en tête qui va résister à Mir jusqu'à sur la ligne pour finir premier, et Virer lui prend la 3e place. Oliveira finira 11 et Bagnaia 12. Quartararo du coup finit 10e, et Danilo, on a déjà dit, a chuté. Est-ce que tu as vu cette course? Ouais, je l'ai vu, quitte à être réveillé. Hein. Je suis allé faire chauffer le Wattels et hop. Et comme la semaine dernière, je me suis assuré que le chat ne se rendormait pas, puisqu'il faut bien qu'il paye pour ses infamies de l'année. Tout à fait. Donc je réveille le chat. Et puis, moi j'étais déçu pour Mir, parce que j'aime bien ce monsieur, hein, parce qu'il m'avait impressionné en Moto 3. Et là, il était pas loin de décrocher la victoire. Pour autant, il n'a pas fait d'erreur, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de chutes, et pas que des Mickey qui se mettent par terre. Hein, ouais. Donc c'est riche en chute, et en chute tout seul, perte de l'avant. Gomard qui n'accroche pas, ou freinage peut-être un petit peu trop de trappeur. Ouais. Et puis un autre truc qui m'a frappé, c'est qu'Oliveira et Bagnaia étaient dans le ventre plus que mou du peloton. Alors je sais pas trop en fait. Moi, je suis s'ils d'accord étaient avec en toi. galère. Apparemment, ça l'était, parce que d'habitude, ils sont aux avant-postes sur toutes les courses, quand même, et là, les deux... Et puis, il y a quand même une KTM, qui s'impose. Ouais. Et normalement, comme ils ont la même moto, et qu'ils sont pas mauvais ni l'un ni l'autre, on pouvait penser qu'Oliveira allait plutôt, on va dire, rectifier l'erreur qu'était sa position sur la grille. Mais non, ça a pas fonctionné. En même temps, on ne sait peut-être pas tout, mais là, j'ai pas trop compris. Ouais, je sais pas, non, on va pas trop supputer, mais non. Je pense que ça lui fait pas plus plaisir que ça, mais non. je vois pas s'il avait des soucis. Nous saurons peut-être ça par un secret d'alcôve quelconque, ou une confidence sur l'oreiller, mais je ne sais pas. Non, mais peut-être qu'ils ont décidé de faire durer le suspense, je veux dire, plutôt. En essayant de terminer sur des positions côte à côte pour les points. C'est peut-être le complot. Le complot, non, ils se sont dit, il n'y a plus de suspense en MotoGP. Non, ou alors ils se sont dit, peut-être même sans se le dire vraiment, est-ce qu'il faut se fighter pour des miettes, ou est-ce qu'on attend d'être en tête pour se fighter sur le prochain GP? Peut-être. Peut-être. On saura ça la semaine prochaine. Quartararo finit sur ses roues, mais 10e, c'est un petit peu décevant, surtout quand on sait ce qui s'est passé au dernier Grand Prix. Oui. Paye ta pression de pneus. Même difficulté, parce que Quartararo, il est parti 6 et fini 10. Bon, il a complètement raté son départ, mais après, il a eu le rythme des gens de devant, donc. Ouais. Bon.
Oui, peut-être qu'il s'arrêtait de temps en temps pour vérifier sa pression de pneu. Je ne sais pas. C'est comme au Tour de France, t'as les mecs qui s'arrêtent pour pisser. Non, mais non. Ils faisaient pchit. Mais ils s'arrêtent plus. Ça fait longtemps qu'ils s'arrêtent plus au Tour de France. Et ils sortent sur le côté, l'engin. Et... Hop. Et hop. Comme ça, c'est ceux qui sont derrière qui ramassent. Et puis les caméras de France 3 ont l'habitude, elles ont la décence de pas filmer à ce moment-là, mais de temps en temps... Ils mettent des kawaii sur les équipements. Ah non, c'est pas n'importe quoi. C'est la vérité, c'est la vérité du sport, il faut dire les choses. Bah, le sport, il y en a eu aussi en MotoGP, hein. T'as vu cette transition? Oui. Bravo. Big up, Philippe Gildas, si tu nous écoutes. Notre maître à tous. Toute une époque. Course MotoGP, Petrux, comme on l'appelle, Petrucci, bondit comme un diable de sa 3e ligne pour virer en tête au premier virage. Truc quand même, il était loin, hein, mais all shot, mais il était loin et il va aller loin, puisqu'au virage suivant, il se sort d'un magnifique tout droit. Je pense que c'est un peu les sorties où tu dis mais qu'est-ce qu'il fout, mais je pense que s'il bouge ses roues, il tombe. Ouais. Donc il attend que les graviers se finissent. Donc ça l'emmène. Si tu regardes avec les angles de caméra, t'as l'impression qu'il va se jeter dans la falaise, quoi, parce qu'il tire tout droit. Et donc non, il repart en piste bon dernier, hein. On en reparlera après d'ailleurs, c'est un petit truc marrant à dire là-dessus. Donc de facto il laisse sa place à un autre ducatiste chevronné qui est Miller, un enfant du pays. Suivi, c'est un peu inédit, des 2 Suzuki. Dovi, on a déjà plus l'habitude de le voir présent, et puis ce Goupil de Marquez qui est quand même là, hein. On parle quand même d'un tas de motos qui est dans les mêmes longueurs, enfin sur 3 longueurs de moto, il y a tout ce petit monde. Zarco, c'est décevant parce qu'il est pas bien parti. Il partait 3e et au final, très tôt, il se retrouve 7e derrière Rossi. Ouais. Mais il ne tarde pas trop à ramarer le top 4. On sent qu'il... Alors d'ailleurs, en ramarrant le top 4, il fait quelques petits pseudo-contacts à ses voisins. Il est chaud, mais il se sent rapide, donc bon. Hein. Peut-être aussi il y a la faveur de ces soft qui n'ont pas manqué de m'inquiéter, parce que on sait que la piste elle est connue pour être très abrasive, façon papier de verre grain 50, hein, celle qui laisse des traces de silex dans le bois. Bah là il part en soft arrière, écoute, pourquoi pas. Et alors Vignales est 9e durant les premiers tours. J'ai commencé à troller sur le Discord parce que j'ai dit comme d'habitude, quel gros blaireau, il s'est pas roulé. Par 2e il finit 9e, enfin il finit, que dis-je, il se retrouve 9e et puis il va se refaire une remontée inutile pour finir 3. Ouais, j'avais bien raison, tiens. Non, plus sérieusement, je m'attardais pas trop sur le cas Vignales, mais j'étais surpris qu'il soit repassé derrière Rossi. Ouais. Pas pour me déplaire non plus, mais bon. Zarco, lui, dans une interview la veille, il disait qu'il s'était fait déposer littéralement par Dovi dans la ligne droite pendant les essais. Il a lui-même dit, il a mis le clignot, il est passé, j'ai rien compris. C'est comme à l'aéroport, on appelle ça une dépose minute. Donc il se savait moins véloce en ligne droite avec sa Yamaha entre guillemets hors d'âge par rapport aux autres motos, surtout les Ducats, donc il comptait visiblement pas mal sur les aspi dans la ligne droite. Et dans le 5e tour, au bout de la ligne droite, alors que le peloton est au coude à coude, comme dans la fureur de vivre, hein, c'est le premier qui freine qui est un lâche. A priori, du fait combiné d'une aspi dont on sait pas si c'est celle de Miller ou de Marquez et que les trajectoires de Marquez et de Zarco se croisent, c'est-à-dire que Zarco veut retourner vers l'inter et Marquez veut prendre une trajectoire qui l'arrange plus vers l'extérieur. C'est Zarco qui tape sa roue avant alors qu'il est en pleine décélération, il est encore à 280 on va dire. Tape assez fort sa roue avant dans l'arrière de Marquez pour aller finir par faire la concurrence à Lorenzo qui passe la tondeuse dans les pubs pour Anova parce que en fait ça a failli pas être rigolo mais ça finit par être plutôt anodin. Il glisse assez longtemps bien regroupé comme on leur apprend à mettre les bras comme il faut et il glisse sur la pelouse un temps infini. Donc il rectifie bien la pelouse. Surtout ce faisant, il met aussi la RCV de Marquez en VEI, véhicule économiquement irréparable, comme on dit chez les assurances. Mais on attend quand même que l'expert passe pour savoir ce qu'on peut en tirer. Et Marquez est contraint à l'abandon, il rentre au stand parce qu'en gros tout l'arrière de sa RCV a explosé. Ouais, j'ai l'impression que la suspension elle marchait plus. Ça bougeait quoi. Ça bougeait énormément. Ça bougeait, mais la moto elle-même bougeait. C'est-à-dire qu'elle était en 2 morceaux. Mais donc visiblement cette simplification sur l'échiquier fait naître des idées dans la tête de Vignales, qui on le sait marche beaucoup au mental.
Parce qu'en 3 tours, je ne vous mens pas, messieurs, dames, hein, vous pourrez vérifier sur les feuilles, il passe de 8 à 1. Ok, sachant qu'il y a des clients. Hein. Et jusqu'au 15e tour, ce sont d'ailleurs les 2 M1 qui mènent. Alors par les temps qui courent, c'est un peu saugrenu. Oui. Parce que même s'il n'y a plus Marquez, il y a quand même les autres. Et là, t'as un Vignales et un Rossi qui sont 1 et 2. Entre-temps, Pedrosa se bourre au 11e tour. Bon, ça lui laisse le temps de faire tourner son enveloppe craft dans le paddock pour son pot de départ. Non. Hein non. Bah si. Pour qui c'est qui va payer le banga avec sa retraite mais déjà, ça existe plus, les enveloppes craft, tout le monde fait bien des sûr que si. Mais bien sûr que si. C'est fini. Alors, mais tu sais que... Bon, je ne l'ai pas fait, mais parfois quand c'est des gens que j'aime pas, je me dis et si je mettais 5 et que je reprenais 10, tu vois. Genre j'ai fait de la monnaie. Non. Ah bah si. Ça. Mais je le fais pas. Heureusement que je travaille pas avec toi. Non, mais non, j'aime pas les gens, mais non, je vole pas leur argent, je me contente de ne pas donner. Oui. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, coucou à mes collègues qui m'écoutent, hein. Ou pas, ou plus. Faut que je me méfie lundi, faut que je fasse gaffe, faut que je garde ma brelle. Parce que là, j'ai toujours à la même place d'habitude. Je vais changer. Enfin, fais-moi penser. Hein. Comme les mafieux, je me gare jamais au même endroit. Donc, bon, Pedrosa, bon, bah, fairway, hein, moi je l'aime bien, mais là, c'est pas ça qui est ça. Rossi, je l'aime bien aussi, et ça c'est connu, mais il baisse aussi de rythme, et il descend autour de la 6e place. La dite 6e place, il la gardera jusqu'au bout. Alors Vignales nous fait une Lorenzo. Il s'inspire de son compatriote. Ils ont un caractère assez voisin d'ailleurs, et il s'envole. Il sera jamais rattrapé. Hein, Mais c'est pas pour autant qu'on s'est fait chier, parce que derrière il y a une assez belle baston entre Bautista, parce que là j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais dès le début, dès les tout premiers tours, il se hisse, parce qu'il était quand même, on se souvient qu'il était 12e hein, sur la grille. Il se hisse dans le top, alors on va dire le paquet de 5 ou 6 qui arrête pas de se piquer des places là. Et il est propre, c'est-à-dire qu'il est rapide à tel point qu'il peut même faire chier Dovi. Je t'ai vu pester sur le Discord parce que ça embêtait le Dovi. Enfin, il l'a doublé. Bah, j'avais peur que ça se termine mal, quoi. Et oui, après... moi aussi. Bah, un équipier un petit peu trop foufou et surtout un petit peu trop envie de prouver des choses avant de partir en Superbike. Moi, sur le coup, surtout que le numéro de Bautista sur la Ducati était jaune, je pensais à du Iannone direct. Et puis, il était pas loin, Iannone, il était dans le même paquet. Hein? Donc, si tu mélanges de la nitro, avec de la nitro, ça nulle pas, hein. Non, mais c'est vrai que Bautista, est très propre. Ouais, il a réussi à être incisif et clean, ce qui est quand même pas rien. Surtout avec les Ducati qui sont quand même, un peu radical. Il aurait pu se foutre par terre. Mais non, il a appris de ses problèmes de FP. Il a été super clean. Iannone aussi, dans la mesure où il a touché personne, ou alors ça s'est pas vu. Il y a aussi Rins. Il y avait beaucoup de jaune fluo, hein, parce que bon, il y avait plus Rossi, mais il y avait Iannone, Rins et Bautista qui arboraient du jaune fluo. Effectivement, moi j'avais peur personnellement que Bautista roule au-dessus de ses pompes, malgré lui, parce que il voulait se montrer et rester avec les grands. Mais non, il a fait jeu égal avec Dovi, sans mettre personne par terre, ni lui ni les autres. Moi je dis qu'Iannone a fait ça propre, et à un moment j'ai quand même retenu ma respiration, parce que dans l'espèce de corkscrew de Phillip Island, qui est donc un virage à droite en pente, où faut quasiment commencer à toucher le levier de frein alors que tu vois pas ce qu'il y a derrière la pente, ben il se fait une sorte de travers de port, il passe Dovi à l'inter à cet endroit-là. Ça sentait le drame, hein. Mais non, visiblement ça passait. Donc c'est passé, c'était beau. Et il trouve que toute cette bande de bolos, Iannone trouve que ces gens-là se traînent la teub, on peut aussi le rappeler à cette expression, fleurie. Il hausse le rythme dans l'espoir de rattraper celui que j'appelle affectueusement Pépé. Je sais pas si tu vois Astérix en Hispanie. Non. Il y a un personnage en fait qui est un petit garçon, qui est le fils du chef du village espagnol, qui arrête de respirer si on fait pas ce qu'il a envie. Ah oui, ok, je vois. Qui croise les bras, il devient tout rouge. C'est vrai, mais moi la référence que j'ai quand tu parles de Pépé, c'est Pépé le putois. La oui, première non, référence. Mais non, là c'est celui qui arrête de respirer D'accord. Ouais, quand on fait pas ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'on vire son chef mécanicien, par exemple. Mais bon, il aurait fallu quelques tours encore au rythme où allait Iannone, qui était un peu supérieur à celui de Vignales, mais on peut pas non plus s'empêcher de penser que Vignales a un tout petit peu, non pas gérer, mais arrêter de faire des travers avec la bécane qui gigote de partout pour essayer de finir quand même, puisque on se rappelle que là il jouait la fin de la disette de Yamaha, qui est la plus grande disette de l'ère moderne de Yamaha en termes de victoire, puisque la dernière c'était Assen de l'année dernière pour Rossi.
Je crois qu'ils ont dit 25 courses de mémoire. Ouais, 25 courses. Ouais, non, Jarvis, il avait fini par plus y croire, quoi. Mais je crois qu'il a pleuré, en fait, après Jarvis. Je sais pas, mais là, il était, j'imagine que les derniers virages, surtout l'espèce de gauche pseudo en travers où tu finis sur le vibreur, a dû sembler très très long à Vignales. Mais il a fini brillamment, donc bravo à lui quand même, parce que j'arrête pas de me foutre de sa gueule, hein, mais c'est plutôt, j'allais dire presque autant que les autres. Il y a que Rossi que je me permets pas de critiquer, mais ça va venir. Hein. Bah Rossi gagne pas, donc faudrait que tu commences à le critiquer. Ah non, mais il va falloir, oui, parce que là, j'étais chonchon. Ouais. Mais bravo à Vignales et Iannone aussi, parce que c'est un peu comme Bautista, c'est le chant du cygne, quoi. Il brille en s'en allant. Mais bon, c'est comme ça. Résultat final, premier Vignales, suivi de Iannone et Dovi, donc ça c'est le podium. Au pied du podium, on a un très bon Bautista. Rins, qui n'a pas démérité, parce que tout ce petit paquet était quand même assez groupi, hein, malgré les quelques secondes d'avance de Vignales. Rossi, c'est pas non plus ridicule, mais ça fait un peu chier, 6ème. Et Miller, 7ème, lui doit être déçu parce qu'il a été aux avant-postes dans les premiers tours, mais bon, faut pouvoir tenir toute la course, quoi. C'est pas évident. Un petit big up à Siméon qui ne sera pas Fanny cette saison, puisqu'il marque le premier point belge depuis l'an 2000. On parle bien de l'an 2000, 2-0-0-0. Ça fait 18 ans qu'un Belge n'avait pas marqué de point en course. Et moi, je suis taquin, mais je note que Petrucci, malgré sa pause loisir créatif pour ratisser le bac façon jardin zen, finit... je dis ça parce qu'il a fait tout le bac à gravier tout droit pour attendre l'herbe, pour recoller. Donc il a bien laissé passer la caravane, là, il n'y avait plus personne. Hein. Mais tu sais, il s'est fait quand même à Ricard, tu sais, t'as le champignon jaune, là, infini. Et les noobs, à chaque fois, ils appuient, donc en fait, ils font que tout droit, et ça leur sert à rien. Ils perdent plus de temps qu'autre chose. Là, il finit 3 places devant Siméon. Donc, bon, je signale ça, c'est un peu vachard, mais je vois plus loin que ça, je voudrais introduire une nouvelle métrique. On pourrait évaluer, désormais le niveau des pilotes, ou plutôt du package pilote moto, si on veut être un peu sympa. Ces packages-là, on pourrait les comparer entre eux en nombre de bacs à gravier qu'ils peuvent se permettre, et finir encore devant leur adversaire en question, au bout d'une course, soit 27 tours. On pourra donc parler en unité de base qui sera le bac à gravier. Ça peut même être 2, par exemple, on pourra imaginer que Marquez peut se prendre 2 bacs à gravier et finir devant Siméon, tu vois. Sachant que on pourra arrondir au 10e, on n'ira pas à la deuxième décimale de bac à gravier parce que ça devient compliqué. Mais je me propose, hein, je vais en parler à Thomas de Off Bikes, qui est très fort en stats, si on peut introduire une métrique de bac à gravier. Je te dirai ce qu'il en est l'année prochaine. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé au Aleix Espargaro? Il a eu une misère. Zarco et Marquez, la grosse touchette, là. Tu veux dire en moto, quoi. Oui. Après, on sait pas. Je parle que de moto, sinon je serais pas... C'est qui en pôle, pas autre chose. C'est qui en pôle dance, bien sûr. Ils ont laissé les débris sur la piste et Aleix Espargaro s'en est pris un dans la main gauche. Et visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il s'était fait poser notamment une plaque en métal l'année dernière. Celle-ci aurait bougé, les vis auraient été, en tout cas, en partie arrachées. Du coup, on ne sait pas plus pour le moment. C'est tombé ça dans l'après-midi. Donc, à voir s'il pourrait être là à Sepang ou pas, s'il devra déclarer forfait. En tout cas, les Ducati même si c'est Vignales qui a gagné, les Ducati se sont pas mal montrés. Même si c'est finalement Yamaha et Suzuki qui volent la vedette. Elles ont pas fait que de la figuration et ils avaient un peu de mal sur cette piste jusqu'ici. Et Dalinia estimait avant la course, en tout cas, que si les Ducati étaient bonnes cette année à Phillip Island, c'était encourageant et ça donnait une idée de la compétitivité qu'ils auraient pour la 2019. Parce que, a priori, ils arrivent à être forts sur toutes les pistes maintenant. Oui, donc, ça c'est toute la saison quand même. Hein. Mais Phillip Island, ça restait un caillou dans leurs chaussures, a priori. Ouais. Donc là, ils se rassurent aussi avec cette course, même s'ils sont pas au firmament. Eux, ils le voient plutôt d'un bon œil, surtout pour 2019, parce que là, on parle évidemment de jouer le titre
Pro 2019. Bah, côté Frenchie, Zarco a chuté, bon ben ça on en a parlé, il va bien. Il s'est excusé auprès de Marquez, même si bon, il n'y avait pas forcément la faute ni de Zarco ni de Marquez. Non, mais bon, au moins il montre qu'il s'en fout pas et que voilà. Bon voilà, c'est. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça aurait pu vraiment très mal finir pour les deux. Ah ouais. Et les deux vont très bien, donc voilà, tant mieux. Il y a qu'Alex Espargaro qui. Oui, c'est vrai que là, il a eu un effet de bord assez vilain. C'est pas cool pour lui. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui peuvent arriver. On parlait aussi des débris qui restaient après la chute de Mazia. En Moto 3, ouais. En Moto 3, il restait quand même la moitié, d'un carénage. J'avais l'impression dans une trage qui pouvait être empruntée par des motos en plus. Donc pas génial. On peut aussi parler de cet animal de Vignales en fait, de cette espèce de résurrection, le phénix. On espère que ce sera pas que un feu de Bengale. Yamaha a montré des belles choses et alors Poncharal, qui est pas avare de paroles, vient souvent causer aux gens d'Eurosport dans la cabine pendant la FP4, puisqu'il y a un peu moins d'enjeux en FP4. Lui, il parlait notamment de la méforme des Yamaha, et donc c'était avant que la course se passe plutôt bien pour Vignales. Et lui, ce qui lui semblait en tout cas, c'est que comme Yamaha, déjà ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu ce cas de figure là, on va dire, d'être dans le dur, parce qu'il y a eu quand même les années Lorenzo Rossi avant, ça allait plutôt au niveau titre. Ouais. Parce que sinon Marquez, tu jouais la deuxième place quand c'était Marquez qui gagnait, quoi. Et il disait, lui, en tout cas, avec certes toute la retenue et l'humilité qu'il sait avoir, que il lui semblait que chez Yamaha il n'y avait pas une personne forte qui donnait un cap et qui expliquait comment on allait faire et comment s'y tenir, et qu'en gros c'était le dernier pilote qui avait gueulé le plus fort qui avait raison. Manque de bol, Vignales c'est un pilote très stop and go, Rossi il est un peu plus smooth sans être non plus un Lorenzo, donc finalement chacun tire la couverture de son côté, ça s'engueule, ça se rejette les fautes, parce qu'il faut bien que quand même les gens accusent les autres. Et il y a pas un gars qui tape sur la table et qui dit bon, on arrête les conneries. Alors, ce que disait Poncharal aussi, c'est que c'est plus facile pour lui, Poncharal, de faire ça dans sa team que quand t'as un Vignales et un Rossi entre guillemets ménager. Voilà, mais donc il y a peut-être quelqu'un, il manquait peut-être quelqu'un chez Yamaha qui disait arrêtez de nous faire chier, c'est pas que des histoires de... La moto est bonne globalement, t'as qu'à voir aussi ce que font les Arco et consorts avec les Yamaha, et essayez de moins gamberger, parce que au moins 80% de vos problèmes c'est dans la tête. Et on peut pas donner tort à Poncharal quand on voit ce qu'a fait Vignales, parce que la Yamaha elle a pas changé d'une course à l'autre, donc en tout cas pas radicalement. Donc Vignales, de même que Vignales à un moment il est 10e ou 8e, et après il revient premier en 3 tours et il la colle à tout le monde, donc il y a quand même un effet ciboule, je pense. Après déjà il gagne 2 places mécaniquement parce que Marquez abandonne et Zarco chute. Ouais, mais après peut-être que ça lui donne confiance, il suffit de pas grand chose. Là c'est l'exemple, c'est la preuve par l'exemple que peut-être que la moto, il y a un truc qui lui va pas, ça fait chier, mais ça fait aussi partie de la course moto. C'est de s'adapter à la moto. C'est le discours de Zarco aussi. Quand l'année dernière, il expliquait sa façon de travailler, t'as une mise de base et c'est à toi de faire le meilleur avec ce que t'as. Ouais, c'est sûr. Donc, alors ça, c'est facile à dire. C'est pas du Yaka Faucon que je dis. C'est comment est-ce que les pilotes doivent se démerder, si je puis dire, avec le package qu'ils ont. Et peut-être qu'est-ce qu'il y a finalement porter préjudice à Rossi comme à Vignales, c'est que peut-être qu'ils se sont imaginés à juste titre que Yamaha pouvait faire des miracles en plus, et qu'ils attendaient après ça, tu vois, et que finalement ils se sont frustrés tout seuls. Ouais. Enfin, Rossi étant peut-être un peu plus comme c'est un vieux de la vieille et qu'il est non pas blasé, mais peut-être un peu plus imperméable aux déceptions. Il a fait quand même des places plus qu'honorables, parce qu'on voit quand même qu'il pourrait chipper la 2e place du championnat si ça se passe bien pour lui, donc c'est pas de la merde en termes de points, mais c'est en demi-teinte, surtout pour un gars comme lui, quoi. Puis Vignales, alors là il nous fait un truc là, alors là je sais pas si t'étais aussi étonné que moi, parce que c'est une chose de briller au qualif, mais pas vraiment étonné, parce que je trouvais quand même, déjà pour moi Phillip Island c'est un circuit qui est avantageux pour les Yamaha, donc c'est une conduite, il y a pas forcément de, comment dire,
il y a beaucoup de virages très rapides en fait. C'est pas des gros freinages et des grosses accélérations en fait, c'est beaucoup de virages rapides. Donc il faut une moto agile et la Yamaha a souvent été forte là-dessus. Donc même si elle tourne moins bien depuis quelques années, ça reste dans l'ADN de la moto, je pense. Et en plus de ça, je trouve depuis que la tournée asiatique a commencé, je trouve que les Yamaha, que ce soit celle de Zarco, de Vignales ou de Rossi, sont plus à leur avantage. Thaïlande, c'était correct. Là, ils font une bonne course. En Japon, ça allait. Donc, ils sont sur une bonne dynamique. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de grands changements, mais peut-être que le fait d'avoir quitté, je sais pas, l'Europe, qu'il y ait eu un break comme ça. Ça leur a fait des vacances. Enfin, entre guillemets, des vacances, ça. Ils ont peut-être fait un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Bon, après, on n'aura pas l'explication, j'espère. Après, Sepang risque d'être dur quand même pour les Yamaha. Avec ces grandes lignes droites, ça va être plus compliqué à mon avis. Ça va être la fête au Ducati et au Suzuki, probablement. Ouais. Après, on verra. En tout cas, j'espère que à Valence, tout le monde sera réuni. Je crois que c'est la première fois. Alors, c'est Off-Bike qui a sorti une stat. En tout cas, il y avait 6 constructeurs dans le top 10. Ah oui. Et ça, c'est quand même assez rare pour le souligner parce que Bradley Smith finit 10e, je crois, donc il amène la KTM dans le top 10. Et devant, il y a Aprilia, Suzuki, Honda. Enfin, il y a tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'on a vu de notable ce week-end? Sinon, Zarco qui part en soft. Bon, on saura jamais, mais... On saura jamais, mais moi, après, je pense pas que Paul Espargaro ait une conduite beaucoup plus violente que celle de Zarco. Donc Paul Espargaro a dû abandonner la course, donc il est rentré au stand parce qu'à 5 tours de la fin, lui qui était parti en soft à l'arrière, il avait plus rien, quoi. Donc Zarco qui part aussi en soft arrière, même s'il fait un bon début de course, pas sûr qu'il aurait fini la course de toute façon, même sans sa chute, quoi. On peut souligner encore une fois la course de Bautista. Ouais. Mentalement et niveau course, c'était fort à tout point de vue. Ouais. C'est fort. Le mec, ça fait 2 ans qu'il se bat avec une moto. Il connaît la Ducati, du coup, mais pas celle-là. Mais clairement. Et du coup, c'est là où on se rend compte quand même un package d'usine, ça fait toute la différence. C'est autre chose, parce que là, il a joué les premières places. Il a joué les premières places, mais en temps, il arrache presque le podium, donc 4e. Franchement, bravo Alvaro. Ouais, parce qu'il met personne par terre. Et je dis ça à chaque fois, mais c'est tellement vite fait de faire une connerie quand tu surjoues en fait. Quand tu fais presque trop attention, je sais pas si t'es déjà arrivé. Des fois, plus tu t'appliques, plus tu vas faire de la merde parce que c'est pas naturel, tu vois. Ouais. C'est comme quand on dit déjouer au tennis, c'est tu fais tellement attention à mettre la balle dedans que tu la mets en bas du filet, quoi. Carrément. Donc là, il a bien assuré. Là, du coup, on verra, mais je sais pas si, du coup, Lorenzo va revenir pour Sepang. J'ai pas vu de truc passer. Je sais pas s'il sera rétabli. Donc après... Suspense. Et du coup, c'est Stéphane Bradl, le pilote d'essai de la marque, qui remplacera Cal sur la LCR. Écoute, on lui souhaite du courage. On espère aussi qu'il va pas pleuvoir parce que Sepang, c'est des fois la piscine en bout de ligne droite. On se souvient de certaines années où il y avait 50 cm d'eau au freinage. Pas faux. Bon, écoute, qu'il nous fasse pas une Silverstone, quoi. C'est sûr. C'est tout ce qu'on veut. J'étais en train de regarder un truc, là, c'est pas dans le conducteur. Donc tu regardes les podiums qu'ont fait Suzuki et Yamaha depuis le début de la saison, et c'est quasiment la même chose avec le podium de notre ami Yannone tout à l'heure. À part la première place de Vignales. Ils ont quasiment le même nombre de 2e et de 3e place. Donc cette saison, donc on sait que la Yamaha est moins bien, mais la Suzuki a aussi progressé. Ah oui, c'est-à-dire que Yamaha baisse, Suzuki monte, donc on n'a pas trop l'habitude. C'est un peu comme si à l'époque Kawasaki avait gagné des trucs, quoi. Ils sont pas restés assez longtemps pour ça, clairement. Petit point championnat pour l'administratif. Donc Moto 3, on a Martin toujours en tête, 215 points, Bezzecchi 203 et Di Gianantonio 195. Donc Martin reprend un peu d'air. Moto 2, on a Bagnaia 288 points, Oliveira 252 points et Binder 193 points. Quartararo est 10e avec 117 points. Et MotoGP, donc Marquez 296, ça bouge pas. Dovizioso 210 points, Rossi 195 points. 7e Zarco avec 133 points. Donc malheureusement Zarco ne profite pas de la blessure de Cal Crutchlow pour reprendre des points au championnat des pilotes indépendants. Mais Petrucci lui le fait.
Du coup, là-dessus, il passe devant Zarco, je crois. Voilà, et on voit que Rossi est à 15 points de la deuxième place. Du coup, ça va être serré jusqu'au bout pour le vice-champion du monde. Alors, un petit point hors GP, hors MotoGP en tout cas. Il s'est passé des choses en World Superbike. Voilà, donc le World Superbike a roulé au Qatar pour la dernière course de la saison ce week-end. Donc le résultat de base sur les deux courses, en fait il n'y a eu qu'une course parce que il y a une tempête de sable et de pluie pour la course 2, mais du coup en course 1 il fait quand même une 6e place, très belle 6e place. Au général du coup il finit 11e. On espère le retrouver l'année prochaine alors qu'il ne sait pas où il sera et son team Altea ne sait pas non plus s'il reste chez BMW ou s'il repartent avec Ducati comme il y a quelques années. En fait, c'est même une grosse partie du gratin des pilotes Superbike qui savent pas où ils roulent l'année prochaine. Par exemple, donc on a Baz, on a aussi Laverty, Melandri, Forest et Torres qui sont dans ce cas-là aussi, qui sont sans guidon. Donc c'est pas vraiment des peintres, hein. Non, c'est pas des peintres, donc en plus il y a plein de guidons qui sont non fournis, donc on sait que c'est Bautista qui vient shipper le guidon de Melandri, mais à part ça il y a pas non plus énormément de transferts qui ont été annoncés. Ouais, donc, c'est un peu l'inverse du MotoGP où les gens signent trop tôt. Là t'as des cadors qui sont au pôle emploi. C'est exactement ça. Du coup on comprend aussi pourquoi Scott Redding est parti en British Superbike directement. Peut-être que il voulait pas attendre de son côté des réponses, quoi. Ouais. Et donc on va parler de la course, on va dire, qui avait du suspense. Psychodrame. Le super sport où donc Jules Cluzel pouvait remporter le championnat du monde si jamais il remportait la course devant Cortese. Donc c'est Mayas qui va s'élancer de la pole devant justement Cortese et Cluzel. Le troisième français de la grille, donc Perolari, partira lui 5e. Donc ça va rouler très très vite malgré des gros patchs d'eau sur la piste suite à la tempête dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a Cluzel qui prend quand même la tête, suivi par Cortese et Perolari, puis Mayas qui lui s'est raté au premier virage. Donc la course se résume pendant les 2 tiers à Cortese Cluzel et Cluzel Cortese, avec Mayas qui reste en embuscade en 3e position. On a plein de dépassements virils en cascade, et finalement la baston va profiter à Mayas qui va prendre la tête. Donc Cluzel va quand même rien lâcher. Dans le dernier tour, il va tenter un inter impossible pour passer Cortese, mais malheureusement il va perdre l'avant, Malgré sa chute et la quasi-certitude du coup d'avoir perdu la victoire au championnat, il va repartir. Et cette fois, il va faire une autre chute après un gros patch d'eau et il fait un ice qui va le blesser assez lourdement sur une cheville notamment qu'il avait déjà fragile. Donc c'était assez un crève-cœur de le voir à la fois perdre le championnat, en tout cas ne pas le gagner plutôt, et à la fois se blesser aussi lourdement. Donc c'est Mayas qui finit premier, Perolari 6e de cette course, et Cluzel ne terminera pas, donc Cortese finit second. Au général, Cortese est alors champion, et la victoire sur cette course de Mayas le met vice-champion. Cluzel finit seulement 3e du championnat, Perolari pointe 15e. Très prometteur, vu qu'on le répète, il n'a pas fait toutes les courses de cette saison, parce que c'est Mike Di Meglio qui avait commencé la saison, puis GMT était occupé en endurance, donc ils n'avaient pas fait toutes les courses avant d'aligner Perolari, qui termine 15e de championnat. C'est vraiment prometteur pour l'année prochaine. Donc moi j'étais énormément déçu pour Cluzel, parce que on sait, forcément ça s'est joué aussi sur cette course, mais si Cortese n'avait pas fait chuter Cluzel à Portimao il y a 3 courses de cela, oui, c'était pas la même limonade. C'était pas la même limonade. Il aurait pas été obligé de prendre autant de risques sur cette course-là et chuter. Bon bref, on refera pas l'histoire, mais ça reste un peu en travers de la gorge pour le français que je suis. Ouais, c'est clair. Un petit quelque chose, parce que quand Cluzel s'est fait foutre par terre par Cortese, il n'y a pas eu de... On n'appelle pas à la sanction, mais au moins que j'ai pas un petit truc, quoi, genre c'est pas bien. C'est pas bien, ça. Prends 2 ou 3 places de pénalité, enfin je dis pas déclassé ou quoi, mais non, c'est normal, quoi. Bon bah écoute, après
c'est ce que ça rentre dans la définition assez large de fait de course, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors après, bon, fait de course. Pour le coup, c'est vraiment pas parce qu'il est français, hein, que. Non, mais je trouve vraiment qu'il l'a fait chuter, quoi. Ouais, c'est dommage que ça se finisse comme ça, surtout quand tu fais l'épicier et que tu vois que les points, ceux qui n'y étaient pas, lors de cette course, ils datent de quelques courses en arrière, quoi. C'est exactement ça. Enfin voilà, ça rappelle 2015, tout ça, mais bon. Je sais pas, il y a une année en 2015 ? Non, on est passé directement de 2014 à 2016. C'est ça. Donc c'était assez impressionnant d'ailleurs. Mais par contre, ils auraient pu me verser mon salaire pendant ce temps. Imagine, tu perds un an mais t'as pas ton pognon. Non, écoute. Une année blanche, quoi. Plutôt que de dire des grosses conneries, je vais vous parler de choses sérieuses et amusantes, quand même. Oui. On a un concours de fin de saison, comme cela a déjà été évoqué. Alors, le principe est bibliquement simple, parce que le concours se passe entre le 1er novembre et le 15 novembre. Il s'agira, pour concourir, d'envoyer par mail à CQEP, dont le mail sera soit donné sur Twitter, il y est déjà, ou on le redonnera dans les tweets et les Facebookeries. Donc on précise bien qu'il faut écrire par mail au mail de CQEP, et prédire le podium de fin de saison du classement. Donc le premier, ça va. Et en fait, on a une sorte de bagarre qui se joue pour les 2e et 3e places. Donc celui ou celle qui nous donnera le bon trio de tête à la fin du championnat, s'il y en a plusieurs, il y aura tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le premier prix, c'est la bécannerie qui s'associe avec nous pour ce concours et qui va couvrir le gagnant de goodies, notamment t-shirt, sac à casque, casquette, tour de cou, autocollant, magnette. Alors là, n'en jetez plus, la cour est pleine. Quant à nous, on chouchoutera le deuxième avec les goodies classiques, on va dire, du concours dont nous avons le secret. On rappelle à toutes fins utiles qu'il y a un chat Discord. Nous étions 4 ce matin, mais bon, il était très tôt quand même. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. On était même peut-être 5, à un moment on a eu une pointe à 5. Et c'est toujours très sympa d'ailleurs de discuter et de dire des grosses âneries en live. On rappelle pour la bonne mesure qu'il y a l'adresse du Discord dans le header de CQEP, sur le Twitter @CQEP_pod. Il y a une page Facebook, la page C'est qui en pôle. Donc vous pouvez nous joindre sur tous ces moyens de communication. N'hésitez pas d'ailleurs, nous faisons appel à vos remarques, suggestions, voire reproches, c'est permis. Donc vivement la prochaine étape qui arrive fissa, puisque la semaine prochaine, c'est dimanche. On rempile et re tôt le matin. Voilà. Parce qu'on est des un courageux. peu moins tôt. Ouais, mais quand même. Vivement Valence. Ouais, on va revenir à des horaires de mecs qui prennent l'apéro, quoi. Ouais. Parce que bon, l'apéro à 3h du mat, ça pique. C'est compliqué. C'est compliqué. Même pour un salopard comme moi. Donc, non, j'ai préféré tourner au café. Je comprends. Ah là là. On rajeunit pas. Eh bien, moi je te remercie de ta verve, avec un V bien sûr. Et puis je dirais à la semaine prochaine. Et salut à tout le monde. Ciao, ciao. Tchuss.